Salut Bastien, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter à nos abonnés? Merci Douglas. Alors, Bastien Dayer, j'ai 34 ans et puis je viens du Valais central, d'un petit village, Hérémence, connu pour son barrage, le barrage de la Grande Lisance. Et puis j'ai vécu un petit peu dans les montagnes toute ma vie. Et puis les sports de montagne, les sports de glisse, les sports de neige, ça a été vraiment ce qui a été accrocheur et ce qui a défini un petit peu toute ma jeunesse. Tu viens de dire, tu as passé ton enfance dans une cabane de haute montagne, comme c'est écrit. Que peux-tu nous dire là-dessus justement parce qu'aujourd'hui, quand on dit une cabane, on se dit ouais, ça existe, ça ne peut pas exister, mais... Ouais, donc on a eu, mes parents, ils ont eu une cabane en haute altitude, donc une cabane de montagne sur la haute route Chamonix-Zermatt. Donc c'est la cabane des 10. Donc c'est une cabane qui faisait à l'époque à peu près 8000 nuitées payantes par année. Donc c'est quand même, c'était dans les 3 plus grandes cabanes en fréquentation du club alpin. Donc c'est clair que c'était du boulot. Donc c'est clair qu'on a appris à plier les couvertures. Il y en avait encore, maintenant c'est les duvets, mais... Et puis on a eu la chance d'avoir aussi nos parents qui nous ont guidés, on a pu s'occuper un petit peu de la caisse, donner un petit coup de main, faire plein de choses. Et puis moi personnellement, c'est clair que je pense que mon côté matheux, il est peut-être né dans cette cabane de haute altitude. Comment tu pourrais te définir en étant enfant? Comment étais-tu enfant? Alors je vais prendre comment les gens, le souvenir qu'ils ont souvent de moi, par exemple au ski club. J'ai été assez actif au ski club, en faisant encore du ski alpin, avant que je me tourne plutôt vers le télémark. Et puis quand j'étais aux entraînements, souvent j'étais le dernier arrivé, parce qu'il fallait vite que j'aille faire une ou deux pistes en hors-piste avant de venir à l'entraînement. Et puis quand on avait des petits concours ou des choses comme ça, il fallait toujours me courir après, parce que j'oubliais que j'avais un dossard, puis je pensais déjà à quelle descente j'allais faire après. Donc voilà, ça c'était un petit peu moi. J'étais un petit peu foufou et puis je pense que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'énergie dans la vie et puis c'est ce que j'essaye de transmettre le plus possible autour de moi. Et le caractère que tu avais, c'était vraiment foufou? Ou c'était peut-être quelqu'un de réservé? C'était quoi vraiment ce caractère enfant qui... Alors je pense que j'étais un petit peu l'emmerdeur de service, on va dire ça comme ça. J'étais vraiment celui qui avait de l'énergie, qui était toujours fatigué après les autres. Donc quand on est fatigué après les autres, c'est clair qu'on arrive toujours à les énerver avant de s'énerver soi-même. Et puis sinon, non, je pense que j'étais quelqu'un de relativement rigolo. J'étais le premier à faire un vite, à être plutôt rassembleur. J'étais pas quelqu'un qui était vraiment leader ou qui mettait, qui faisait les embrouilles. Mais j'étais toujours celui à faire un vite ou à embêter un petit peu tout le monde. Et puis, on était une petite équipe, on était environ 10 à l'école, donc on a toujours des contacts maintenant. C'était cool. assez soudeur, voilà. Et puis, tout le monde d'horizons différents, on s'est bien retrouvés, on s'est bien amusés. Ouais. Quel regard tu avais à ce moment, si tu arrives à te rappeler de tes parents en fait? Je pense qu'on passe toujours par plusieurs étapes, mais quand on est tout petit, nos parents, c'est un petit peu nos héros, c'est sûr. Moi, j'avais toujours souvenir que ma maman, elle disait que mon papa, il allait chercher les sous dans la montagne, parce qu'il était guide de montagne. Donc moi, il allait chercher les billets de sous les cailloux. Enfin voilà, c'était un petit peu ce que je voyais quand j'étais petit. Et puis, c'est clair que c'est un petit peu l'idée que j'ai eue de mes parents. Ma maman, elle a arrêté de travailler quand il y a eu ma sœur, donc... c'est clair que c'était un investissement. Je pense qu'on avait beaucoup d'énergie les deux à la maison. C'était vraiment pas facile. Maintenant que j'ai personnellement 2 enfants, je me rends compte que elle a vraiment dû en chier, quoi. Mais non, c'était chouette. On avait beaucoup d'énergie et puis du coup, c'est clair qu'elle était obligée de faire quelque chose avec nous. On a souvent accompagné sur des petits bouts d'étape mon papa comme il était guide de montagne. Et puis ça, c'était quelque chose de fantastique. D'ailleurs, s'ils ont pris cette cabane, c'est parce que c'est une des seules cabanes où on peut jouer autour. Donc ça explique bien un petit peu le côté énergie qu'il y avait à la maison, dans le foyer. Mais si tu pourrais me parler de tes parents, qu'est-ce que tu pourrais dire sur eux? Dans ta vision en étant enfant et aujourd'hui, si tu pourrais dire globalement sur tes parents. C'est clair que maintenant, je suis peut-être relativement influencé en étant parent moi-même. Donc c'est clair que je me dis qu'ils ont quand même ils ont eu le courage de faire beaucoup de choses. Ils ont aussi eu le courage de vivre différemment que peut-être ce que la société imposait. De vivre un petit peu des saisonnalités, plutôt du tourisme de l'hiver, du tourisme de l'été. Enfin, c'est des choses qui sont
relativement compliqué à comprendre pour des gens qui ont des horaires de travail un peu plus fixes et un emploi à l'année. Mais c'est aussi une fierté, et puis c'est une fierté que maintenant moi-même j'aimerais transmettre aussi, parce que on peut quand même réussir à vivre. C'est clair qu'il y a des moments, on travaille 3-4 mois à fond et c'est 7 jours sur 7, mais par contre, après on a beaucoup de temps, on peut partir 1 mois, 2 mois en voyage pendant l'automne, pendant le printemps. Ça, c'est vraiment ce qui a rythmé un petit peu notre vie. Et puis pour finir, c'est quand même un caractère relativement ouais, ça soude relativement bien la famille. Et sur ta sœur? Alors sur ma sœur, elle est à peu près comme moi, donc c'était très vite conflictuel. Mais ouais, je pense que quand on arrive en deuxième dans la famille, c'est clair qu'on a besoin de faire sa place. Et puis ça, c'est sûrement pas quelque chose de facile. Et je lui ai clairement pas simplifié la tâche, ça je suis sûr. Mais ouais, je pense qu'on avait les deux besoin de beaucoup d'attention. Et puis moi, j'ai eu de la chance de toujours avoir été très entraîné, surtout par mon papa en montagne. Il m'a toujours fait confiance aussi quand j'étais un peu plus grand, tout de suite à prendre le lead d'un groupe, à montrer un petit peu comment il ferait, qu'est-ce qui serait bien, puis de pouvoir faire soi-même quelque chose. C'est vraiment, enfin, l'esprit d'initiative, c'est vraiment quelque chose dans la famille. Et puis ma sœur, elle l'a développé plutôt en trouvant sa propre voie, en faisant quelque chose d'autre, en faisant des études dans un domaine complètement différent, en faisant un sport complètement différent que celui qu'on faisait dans la famille. Et puis, ouais, je pense qu'on a tous trouvé notre compte. Et puis aujourd'hui, à 34 ans, quel est ton trait de caractère principal? Bon, je pense qu'on a quand même des phases de vie qui nous font évoluer dans plein de choses, mais c'est difficile de se définir sur un trait de caractère. Je pense que je suis toujours fonceur, j'ai toujours beaucoup d'énergie, mais moi j'ai l'impression quand même de me calmer d'une année à l'autre. Mais après, on a toujours des nouveaux projets, donc pour finir, c'est clair que les 24 heures de la journée, il faut leur trouver une occupation. Qu'est-ce qui te lie à la montagne, la nature? Quel est le lien que tu as avec ça, du fait que tu as grandi autour? Quel est le lien chez toi qui est avec tout ça? Quand tu vois malheureusement le monde comme il avance, il évolue? Moi, je pense qu'il n'y a pas un côté éphémère, mais il y a un côté on vit dans un changement. Mais je pense que ça fait 200 ans qu'on vit dans un changement, ça fait 1000 ans qu'on vit dans un changement. Moi, je pense que l'homme est présomptueux de penser pouvoir faire vraiment quelque chose au niveau de la nature. Mais il faut en profiter, ça va changer. C'était différent il y a 20 ans en arrière, ça sera différent demain. Mais je pense que depuis que je suis tout petit, j'ai été sensibilisé à ce genre de choses. Enfin, on habitait dans une cabane. Pendant qu'on y était là-bas, sur 5 années, on a déjà dû changer le tracé du chemin pour monter à la cabane parce que le glacier s'est affaissé d'à peu près 50 mètres. Donc maintenant, si on y va, il y a à peu près 200 mètres de différence d'épaisseur de glace. Donc, ça défigure vraiment toujours l'image qu'on a de la dernière fois qu'on y a été. Mais en même temps, on continue à avoir des hivers fantastiques, de la neige en mai. Il n'y a plus vraiment de saison. Donc non, je pense que c'est vraiment de se rendre compte que c'est quelque chose de vivant, c'est ça le plus important. Mais ce que je veux dire, quand je te demande le lien, est-ce que tu pourrais aller vivre au plein centre de Lausanne? Alors c'est clair que moi, j'ai un petit peu de peine à me fixer quelque part, et puis c'est ça que j'apprécie de vivre en montagne, de travailler en montagne, de pouvoir beaucoup bouger. C'est toujours voir des nouveaux paysages, Alors j'aurais pas de problème pour passer ma nuit dans un appart à Lausanne, mais c'est clair que j'ai besoin d'un travail qui me fasse bouger dehors. C'est surtout ça, je pense, c'est l'activité pendant la journée qui est le plus important. Et puis pour moi, la nature, c'est clair que quand on voyage beaucoup pour des entraînements, des compétitions, on est toujours une grande famille. Que ça soit l'équipe dans laquelle on s'entraîne ou bien le circuit. Je dis, nous en télémarque, on est à peu près 120, 150 à se déplacer ensemble. C'est génial, on connaît plein de monde. Dès qu'on voyage, on est un peu plus chez quelqu'un d'autre. Mais ce qui nous ressemble le plus, c'est qu'on est relativement tous des montagnards. Puis ça, c'est vraiment un Polonais, un Tchèque, un Norvégien, un Américain. Tout le monde est un petit peu de la montagne. Il y a aussi quelques personnes qui viennent plutôt de zones urbaines. Ça ne change pas grand-chose. Mais on a vraiment cette passion en commun. Et puis cette passion en commun, elle nous permet vraiment de se déplacer, de vivre plein de choses. Mais en même temps, on est très très attaché à nos ressources. Et puis moi, je suis très attaché que ça soit l'esprit du village. C'est clair, je fais partie par exemple d'un groupe de danse. Et puis ce qu'il y a de fantastique, c'est pas de s'entraîner le jeudi soir à la danse. C'est juste d'aller au village
et puis d'avoir 25 personnes qui expliquent tous les derniers potins du village. Puis on a l'impression d'être vivant, quoi. Mais c'est ça, c'est le plus important, surtout pour un sportif, c'est d'avoir un petit peu un point d'attache. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on ne voit pas beaucoup les potes, on ne va pas vraiment boire un verre. Quand eux, ils sortent faire la fête, ben, nous, on se lève à 5h du mat pour aller s'entraîner. Enfin, on est vraiment un peu dans des rythmes parasites. Puis moi, c'est vraiment ce côté village de montagne qui m'apprécie plus. Mais je suis convaincu que dans un quartier à Montreux, il peut y avoir le même esprit. C'est juste que c'est de l'inconnu pour moi. Parle-nous de ta discipline, les télémarques, parce que on n'est pas tous à connaître aussi bien que toi. Et puis, parle-nous de cette discipline, en fait. Alors, le télémarque, discipline marginale des sports de neige. On a de la chance d'être considéré comme une discipline dans la fédération de ski. Et puis, ça nous permet d'avoir un soutien pour le développement relativement intéressant. Donc, le télémarque, c'est une vision un peu plus élégante ou ancestrale, traditionnelle du ski. Donc c'est clair que quand ils ont commencé à se déplacer avec des bouts de bois aux pieds, ils n'avaient pas des fixations et puis ils ont dû inventer un style pour réussir à tenir debout. C'est plus ou moins le style de télémarque. Puis ça vient de Norvège et puis c'est quelque chose toujours un petit peu ancré. La Norvège, c'est vraiment l'endroit où le télémarque est né, ça c'est clair. Après, donc, dans la discipline, elle s'est quand même relativement, disons pas modernisée, mais elle a évolué, elle a suivi son rythme et puis le pic vraiment de la discipline, c'était peut-être dans le développement au début des années 80, un peu avant le snowboard, avant le ski carving. Après, peut-être c'est un petit peu plongé. Et puis maintenant, on a quand même de la chance d'avoir des centres qui sont un peu plus actifs, comme chez nous, typiquement la Romandie. Il y a quand même beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'activités, il y a plein de choses qui se passent. Puis il y a d'autres endroits où c'est un peu plus en hibernation, c'est toujours un peu des cycles. Et puis avec notre matériel maintenant, donc, dans les formes de compétition, on fait vraiment, c'est des portes comme en géant en ski alpin, mais avec un talon levé. Donc c'est comme un petit peu si on descendait en ski de fond une piste en équilibre. Ouais. Et puis pour augmenter la difficulté, il y a aussi un saut, pour intégrer un peu les éléments du saut à ski. Et puis il y a aussi une partie de ski de fond. Et puis ça permet d'avoir une discipline relativement complète avec des portes de géant, un saut et puis une partie de ski de fond. Et puis après on a encore des notes de style entre guillemets. Donc c'est-à-dire que si on respecte pas l'esthétique qui est demandée, c'est pas vraiment de l'esthétique, c'est juste une position qui peut pas nous permettre de gagner du temps par rapport à nos adversaires. Et on peut être pénalisé d'une seconde, ou si on n'atteint pas la ligne qu'on doit atteindre sur un saut, on peut perdre par exemple 3 secondes. Et puis si on n'atterrit pas dans la position de télémarque, la même chose que les sauteurs à ski, chez nous c'est à peu près 1 seconde additionnelle au temps. Du coup la valeur du temps, nous on n'est pas au... Ouais. C'est clair que ça se joue aussi au dixième, mais disons qu'on n'est pas au centième parce qu'il y a tellement de fautes qui sont possibles sur le tracé. Et puis c'est ce qui met aussi un petit côté sympa dans l'esprit du télémarque, c'est qu'il y a aussi un petit côté jugement, donc il faut skier propre, il ne faut pas que skier vite. Puis ça c'est quelque chose de chouette. Et puis après, dans le développement de la discipline, pour rendre quelque chose d'attractif, on a décidé depuis une dizaine d'années de mettre ça en parallèle, avec un gros virage relevé pour freiner avant d'aller au ski de fond, sinon ça va trop vite. On rentre 2 à 2, donc c'est relativement spectaculaire. Et puis les pénalités, c'est un petit détour comme au biathlon dans le ski de fond. Donc le premier à l'arrivée qui gagne, c'est quelque chose d'assez rigolo à regarder. Et puis des fois, il ne faut pas être trop cardiaque si on connaît les athlètes, parce qu'il y a vraiment des gros fights. Pourquoi vous faites le télémarque ? Tu étais en cabane, donc ski de piste, je pense que tu as fait un peu toutes les disciplines, tu as essayé. Alors à côté, donc, on avait cette cabane là, du printemps jusqu'à l'été, et puis pendant l'hiver, les cabanes de haute montagne elles sont fermées. Et puis, donc mes parents ils avaient l'école de ski, donc moi je suis vraiment un produit de l'école de ski. J'étais le cobaye de tous les jeunes moniteurs qui commençaient. Donc c'est clair, dans les années 90, c'était le snowboard, le ski carving. Donc, j'ai fait des compétitions de ski carving, ça n'existe même plus maintenant. Enfin, il y a tellement de choses éphémères dans la vie, mais c'est chouette. Malheureusement, je suis juste trop jeune pour avoir vécu vraiment le ski ballet, mais ça aurait été quelque chose. Je suis sûr que j'aurais été dedans, mais il y avait des compétitions de Bigfoot, donc c'est les anciens snowblades. On faisait des slaloms parallèles en Bigfoot, enfin on faisait vraiment plein de choses. On avait un dynamisme de fou, il y avait le Club Med aussi, toujours les profs de l'école contre le Club Med. On faisait des slaloms en bob, on faisait des courses de luge, on faisait plein de trucs. Et un peu de snowboard, après on avait aussi un halfpipe, on avait des gars qui ont commencé un peu le border cross. Enfin il y avait vraiment plein de choses très actives dans la station, avec sur une cinquantaine de moniteurs, des gens un petit peu tout horizon qui amenaient leurs idées.
Et puis moi, j'ai touché un petit peu à tout. C'était vraiment mon taf partout. Et puis, dès qu'on est un petit peu polyvalent, c'est clair qu'on est en principe pas les derniers quand on va faire une petite compétition. Puis un jour, pour la patente de prof de ski, donc professeur de sport de neige, le brevet fédéral maintenant, il devait faire un cours avec un deuxième engin, puis beaucoup ont fait du télémark. Ok. Et puis il faut donner une leçon au télémark, donc ils avaient besoin d'un cobaye. C'est tombé sur moi. Et puis j'ai trouvé ça rigolé au début, j'ai dit voilà, quoi, c'est comme ça, j'avais 9 ans, enfin c'était cool. Et puis après on a commencé à monter un tandem en télémark pour vraiment faire les cons, et puis on s'est dit tiens, on pourrait aller au championnat suisse, puis après j'ai été à 15 ans au championnat suisse, et puis tout d'un coup je me suis dit mais là j'étais vraiment pas bon quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je m'entraîne, quoi. Il y a quelque chose de fun, il y a vraiment un challenge derrière, c'est pas comme si tu vas faire une compétition, il y a 3 jeunes et puis tu te retrouves relativement vite et puis c'est super cool. Là non, il y avait un petit peu de concurrence, puis j'étais pas très bon, mais il y avait ce côté entraînement dans le saut, dans le skating, dans le ski de fond que je trouvais vraiment fun. Pour moi, c'était des disciplines que j'entraînais beaucoup moins. Puis j'ai trouvé vraiment cool. Pour le freestyle, j'étais trop un chiard. Donc, c'était pas, je suis sûr que j'étais un casse-cou pour les autres, mais moi, à l'intérieur de moi, je me mettais trop de limites pour vraiment être expressif. Et puis je pense que si on voit l'évolution du freestyle ces 15 dernières années, c'était pas quelque chose pour moi. Je suis trop cardiaque pour ce genre de choses, quoi. Mais voilà, je suis arrivé au télémark et puis pour finir, ce qui a été vraiment décisif, en dehors des perspectives qu'il y avait, c'était l'ambiance. Okay. Tout de suite, même des gens que je connaissais pas, qui étaient en Coupe du Monde, enfin je savais même pas à l'époque qu'ils étaient en Coupe du Monde, mais qui viennent discuter avec toi, super, petite chenouf au départ, enfin et c'était le côté vraiment cool du télémark. Et puis ça, je pense que on a des clubs qui étaient aussi relativement forts pour organiser, ça s'appelle la tournée des 3 bouteilles, donc ça explique un petit peu. Mais entre 5 et 7 courses de télémark, mais vraiment fun, où il y a toujours lancer un lasso pour gagner ou perdre du temps sur le parcours, enfin c'est un peu des derbies avec ou bien boire un verre de blanc mais il fait moins 10 donc il a gelé, donc des choses un petit peu rigolotes. Et puis moi ça m'a vraiment plu de tracer ma voie. Et puis cette ambiance après je l'ai vraiment retrouvée et puis c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre dans notre sport. C'est une grande chance de l'avoir. Et puis malheureusement on n'est pas olympique. On a été accepté dans le programme olympique comme discipline répondant à tous les critères. On n'est pas dans le programme officiel olympique pour les prochains Jeux olympiques et du coup des fois je me dis toujours est-ce qu'on survivrait, est-ce que notre esprit survivrait justement à toujours un petit peu les charognards qui veulent s'intégrer pour des pays, des nations qui ne sont pas du tout dans le milieu pour faire des médailles, quoi. Et puis d'autres nations qui ont vraiment un grand esprit, est-ce qu'il n'y a pas justement trop de choses qui vont se modifier à l'intérieur? C'est toujours un grand dilemme. Avec le recul maintenant je me dis que c'est peut-être une force de réussir à survivre en tant que discipline sans être dans les disciplines olympiques. Je connais en tout cas pas de disciplines olympiques qui sont sorties puis qui existent encore, donc c'est quand même des choses qui sont sérieuses. Ouais. Depuis 2004, tu vis de ta passion, si on peut dire ça comme ça. Je fais tout pour subventionner ma passion. Comment c'est de vivre de sa passion pour les gens qui t'écoutent aujourd'hui? Parce que des fois, quand on a un athlète qui dit « je vis de ma passion », ils se disent il touche 15 000 francs par mois, il se lève quand il veut, il fait son sport, il rentre tranquille, il se fait masser. Et puis, comment tu pourrais expliquer toi ta passion? Comment tu vis ta passion? Alors déjà, moi je ne me considère pas comme un athlète professionnel. Parce que j'ai un travail à côté, j'ai toujours eu un travail à côté. Donc soit que ce soit les études ou après des petits jobs d'été ou n'importe, mais enfin, il faut quand même un certain montant pour pouvoir financer son niveau de vie. Et puis après, tout le reste, c'est un peu du bonus. Et d'une fois qu'on le voit un petit peu comme ça, c'est beaucoup plus simple de faire un plan que de se dire j'ai besoin de trouver tant en sponsoring et puis au fait on ne les trouve jamais parce qu'on est dans des disciplines marginales et c'est très très difficile. Moi je suis tombé sur un chiffre quand j'étais jeune, c'est que 80% des sportifs en Suisse ont besoin de travailler à côté. Et puis si on creuse un petit peu, au fait c'est vrai. Je pense qu'on connaît très très peu de sportifs qui ne travaillent pas à côté. Je pense que tu as déjà eu la chance d'en recevoir plein, il y en a quand même beaucoup qui ont un travail à côté. Oui. Mais c'est aussi une grande chance de travailler, on connaît la valeur de son franc, on sait ce que c'est. Et puis on peut faire aussi un petit peu un plan pour plus tard. Parce que c'est clair que quand tu as 20, 25 ans, t'en fous, le but c'est de tourner. Si tu es à 0, c'est super, si c'est un petit peu plus, tant mieux. Mais moi j'ai toujours voulu être relativement indépendant, ne pas devoir vivre chez mes parents, donc c'est clair que tout de suite on réfléchit un petit peu plus.
Et puis après, il arrive quand même un certain moment où on se dit, si je veux continuer dans le sport, puis c'est ça le plus important, c'est est-ce que mon sport, je veux le faire jusqu'à 25, 27, 30 ans, ou est-ce que je veux le continuer plus tard? Si je veux le continuer plus tard, je dois trouver un bon équilibre pour pouvoir aussi avoir une certaine prévoyance pour plus tard. Ce qu'un sportif professionnel doit aussi avoir. Mais entre réussir à financer sa saison et puis réussir à avoir une prévoyance sur sa saison pour les 5 années où je vais faire une reconversion quand j'aurai 35 ou 40 ans, c'est quand même un niveau de financement qui est bien différent. Mais tu le dis maintenant, en fait, tu prévois ton avenir pour avoir un peu de l'argent, enfin maintenant tu as une famille, mais comment tu arrives à gérer ça, le côté sportif où tu dois quand même t'entraîner dur pour arriver, et puis tu as quand même le job où tu dois être bon au job pour pas qu'on te garde, pour progresser. Comment tu arrives à gérer ça? Moi je pense que la vie elle est faite d'opportunités, puis il faut les saisir. Il y a tellement de gens. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est dès qu'on avait des choses au village, puis les gens qui suivent un petit peu, ils disent « Ah, c'est super, t'as trop de la chance, j'aurais aussi voulu… » Non, non. Le temps, il n'y a personne qui l'a. Le temps, il faut le prendre. Et c'est la même chose financièrement, c'est des risques, il faut les prendre. Après, je suis très matheux, donc j'ai besoin d'avoir un certain… Je dois remplir les cases, et puis après, je peux vraiment me libérer. Mais je pense que ça, c'est un aspect important. C'est dans la vie, il ne faut pas regretter plus tard de ne pas avoir fait. Et puis surtout, il ne faut pas regretter d'avoir pris une mauvaise décision. Donc pour finir, les mauvaises décisions, c'est plutôt des regrets sur des choses qu'on n'a pas fait, malheureusement. Et moi, j'ai dit non, justement, maintenant, je veux vivre de ma passion, je veux vivre à fond, je veux parcourir le monde, profiter de voyager, de me retrouver avec des autochtones dans des régions que je n'aurais jamais l'idée de découvrir. Mais en même temps, j'aimerais aussi… pouvoir faire un plan pour pouvoir persévérer dans ce que je fais. C'est pas pendant 3-4 ans, je brûle tous mes jokers et puis après c'est fini. Non, j'aimerais pouvoir construire quelque chose dans ma vie à côté. Puis là, c'est qu'avec un travail. Après, il y a des circonstances qui font qu'on trouve un job super. Si j'avais pas eu l'opportunité que j'ai eue il y a 10 ans, peut-être que j'aurais dû arrêter le sport à haut niveau, ça c'est sûr. Mais en ayant un employeur où la grosse saison c'est plutôt l'été et puis l'hiver je suis un peu plus au calme, pour moi c'était quelque chose de fantastique parce que je pouvais m'investir dans différentes choses. Et je pense que j'ai très rapidement ressenti les bénéfices aussi au niveau de l'entraînement. Le fait d'avoir une autre source d'occupation aussi pour la tête, on est beaucoup plus efficace à l'entraînement. On arrive peut-être des fois un petit peu moins frais à l'entraînement, mais par contre, la tête, elle est disposée, on est prêt, on sait pourquoi on transpire, enfin. Et puis surtout aussi, c'est qu'on découvre dans le monde professionnel des gens qui sont peut-être touchés par ce qu'on fait, puis qui veulent nous donner un coup de main, et puis qui se rendent compte que c'est pas facile. Eux, quand ils ont fini la journée à 7h le soir, ils vont à la maison. Hein. Toi, tu vas encore 1h30 au fitness parce que ça fait partie de ta tâche. Mais ça, c'est quelque chose de chouette. Et puis… non, moi je suis convaincu par les bienfaits de garder une activité à côté. Parle-nous de ton job qui est chez Eagle Valley SA. Tu fais quoi chez eux? Alors moi je travaille dans une compagnie d'hélicoptères depuis 10 ans. Je vous avouerai pas que c'est clair qu'en étant gardien dans une cabane quand on était très petit, on a vu passer plein d'hélicoptères. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Quand j'étais petit, je rêvais d'être postier, ça c'était mon premier Playmobil, mais dès que j'ai eu 3-4 ans, mon rêve c'était d'être pilote d'hélicoptère, ça c'est quelque chose de clair. Et puis quand je suis arrivé plus tard avec cette opportunité de travailler dans cette compagnie, tant un petit peu au bureau qu'un petit peu donc sur le terrain comme assistant de vol, on fait principalement du transport de matériel. C'était quelque chose de fantastique parce que je trouvais une passion, mêler un domaine d'activité physique, mêler un domaine où on était capable de faire 15 chantiers dans 3 vallées différentes en une journée. Donc on voyage beaucoup, on est beaucoup en montagne, on côtoie des gens de la montagne, que ce soit dans des cabanes, que des gens qui font des travaux spéciaux pour des œuvrages de protection des routes ou j'en sais rien, que pour faire de la construction dans les villes ou faire des travaux spéciaux avec du débardage ou des choses comme ça. Et c'était un domaine super fascinant où aussi c'était aussi un autre développement. J'ai pu pendant quelques années me former, apprendre plein de choses, avoir des nouveaux challenges. Et puis c'est clair que peut-être c'est de l'énergie qu'on met là, qu'on ne pourrait pas mettre dans sa carrière professionnelle, mais
à la fin, si on fait le trait sur 15 ans, on voit que c'est toujours, on a besoin tiré aussi un d'input peu extérieur pour vraiment réussir à se tirer vers le haut. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Comment tu pourrais décrire ton épouse? Alors mon épouse, c'est la personne la plus fantastique au monde. Je pense que j'aurais été incapable, moi je suis très admiratif, j'aurais été incapable de faire comme elle, donc elle est autrichienne. On s'est rencontrés par le sport qu'on avait en commun. Et puis en fait, c'est pas ce sport qui nous a rapprochés, c'est que les deux, on a commencé le parapente en même temps, chacun dans son pays. Et puis en fait, c'était un challenge où on aimait bien se raconter un petit peu les émotions qu'on avait vécues au travers des différentes activités qu'on avait eues, expériences positives ou négatives qu'on avait eues en parapente. Puis ça nous a rapprochés, puis pour finir, on s'est retrouvés ensemble. Donc à peu près quand on avait 20 ans. Et ensuite, elle avait... Elle va pas aimer que je raconte ça, mais c'est pas grave. Elle a eu beaucoup de pression au départ. Et cette pression, certaines personnes, enfin moi, je la trouve très positive. C'est quelque chose, enfin, moi je vis pour avoir cette pression du départ. C'est clair que la première course dans une saison, on est super nerveux, on en perd presque nos moyens. Mais la deuxième, la troisième, après, on sent qu'on arrive vraiment à passer outre et puis à dégager une énergie et des émotions positives qui nous permettent de donner plus que le 100%. C'est vraiment ça qui est fantastique. Mais il y a des gens, c'est l'inverse. Ils perdent leurs moyens face à cette pression. Et puis après 3 ans, elle s'est rendue compte que c'était vraiment pas pour elle. Elle, c'était l'ambiance. Dès que c'était au niveau de la performance, c'était compliqué et c'était de pire en pire. Donc voilà, mais elle est venue s'installer chez moi. Et puis ça, c'est quelque chose, je suis très admiratif parce que moi, je pense que je serais incapable de... C'est magnifique, chez elle aussi, elle vient aussi de la montagne, mais je serais incapable de vivre dans un milieu totalement nouveau. Alors après, quand on a 20 ans, on ne fait pas la même chose quand on en a 35. Mais ouais, ce qu'il y a de fantastique, c'est depuis le premier jour, j'ai su que ça allait être la mère de mes enfants. Okay. Puis je me suis toujours dit, c'est clair qu'on passe toujours par des hauts, par des bas. Quand on a 20 ans, 25, 30, on n'a pas les mêmes attentes de la vie. Mais ça, c'est quelque chose qui nous a toujours liés, c'est qu'on avait cette certitude, cette finalité entre nous, et puis c'est quelque chose de magnifique, enfin c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Bon, c'est beau ce que tu as dit sur ta femme, mais... 2 enfants. Oui, ça, je veux dire... Moi j'ai mis la pièce et puis ils sont sortis. En termes de sport, est-ce qu'elle est hyper importante pour toi aujourd'hui dans tes performances ou c'est bien distinct? Alors je pense que toutes les personnes qui ont la chance d'avoir une épouse ou un époux qui les soutient, à la fin, ce qui fait vraiment la différence, c'est quand ton conjoint, c'est la personne qui te motive quand toi tu perds un petit peu la motivation ou quand tu es à la limite de te dire est-ce que j'arrête, est-ce que je continue. Et puis que tout l'investissement que tu as fait, il ne soit pas en vain non plus. Et puis ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose pour laquelle... Pour finir, c'est clair qu'elle doit aussi se retrouver ou s'épanouir à travers mon bonheur, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en commun. Et puis maintenant, on ne parle pas d'une carrière, on parle pas... D'une fois qu'on a trouvé un peu un bon mix, un bon plan, qu'on arrive à voyager avec les enfants sur les circuits des courses et tout, cette année Covid, c'était pas possible. Mais les autres années, c'est quelque chose de fantastique de faire les courses avec les enfants, de rencontrer les enfants d'autres athlètes, d'autres anciens athlètes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de cool. Et puis, pour finir, on a vraiment un but commun en tant que famille. Et puis, on a trouvé le bon consensus puisque c'est ce qui nous permet de continuer. Sans ça, ça n'aurait jamais été possible de continuer. Donc, ouais. Vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis tu as dit avant, mes parents, quand ils nous voyaient, ils devaient se dire, on va les tuer. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que pour moi, le sport, c'était tout dans ma vie. Mais vraiment tout. Les émotions liées au sport, je me suis toujours dit que c'était impossible d'avoir dans ma vie une autre source de motivation ou émotionnelle qui soit aussi forte, aussi intense. Et puis depuis que ma fille est née, au fait, il n'y avait plus d'importance. Enfin, je m'en foutais du sport. C'était vraiment... Pourtant, c'est la saison qui m'est presque le mieux réussie. Ça a été vraiment un tournant pour moi. Mais je ne sais pas comment expliquer. Tout d'un coup, j'ai trouvé une source d'émotion qui était encore plus forte que ce que m'apportait le sport. Et puis c'est clair, une certaine fierté. Mais ça permet aussi d'avoir un certain recul. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose de très bénéfique. Et c'est un boost dans une carrière. Enfin, pour nous, il est arrivé à 29-30 ans, donc c'était
c'était le moment opportun pour changer quelque chose, pour changer un petit peu peut-être le manière de fonctionner, peut-être de mettre aussi l'accent sur d'autres choses qui sont plus importantes pour de la motivation aussi extrinsèque, pas que intrinsèque. Et puis, ouais, je pense que ça fait un boost un peu comme une blessure. Et puis, quand on combine un petit peu le fait de pouvoir casser des codes, de pouvoir tenir tête aux autres, j'ai des enfants, je fais un sport marginal, je gagne pas ma vie avec mon sport, je travaille mais pas à 100%, mais on s'en sort, et puis on s'en sort bien, et puis franchement, c'est génial, on passe plein de temps ensemble, c'est clair qu'il y a des périodes qui sont dures, où on se voit pas beaucoup, on est au 21e siècle, on a des smartphones, enfin les enfants savent mieux les utiliser que nous, on peut garder contact, enfin, ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans en arrière. Pour les gens qui ne te connaissent pas, là je suis obligé de lire parce que tu as un palmarès incroyable. 8 globes de cristal, 14 médailles au championnat du monde, 28 victoires en Coupe du Monde, 85 podiums en Coupe du Monde et 247 départs en Coupe du Monde, c'est juste? À peu près, ça je laisse toujours le compte soit sur le site internet, soit pour les journalistes. Ça, c'est juste hallucinant. Pour ceux qui écoutent, je pense que ceux qui font du sport doivent se rendre compte de ce que tu as accompli et ce que tu vas continuer d'accomplir. Quel regard as-tu là-dessus, sur ce que tu as accompli déjà? C'est clair que c'est une certaine fierté, mais pas une fierté dans la performance, mais plutôt dans l'accomplissement sur ces 15 dernières années, ou 17 ou 18 dernières années. Parce que pour finir, on passe par tellement d'étapes. Ça, c'est des étapes que tout le monde a les mêmes. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça, c'est déjà le premier problème. Je finis mes études, mais est-ce que je le fais juste pour mes parents, pour le papier? Enfin, pour qui je le fais? En tout cas, pas pour moi, parce que moi, je voulais faire que du sport, donc je m'en foutais. Mais voilà, c'est toutes des choses qui sont importantes. Et puis après, je tiens tête. Il y a plein de choses qui sont possibles. Je prouve qu'avec une famille, on peut s'en sortir. Après, quand on commence à avoir les bonnes relations, les connexions, qu'on puisse vivre aussi ça à plusieurs, avec d'autres athlètes. Moi, j'ai de la chance. Amélie, elle a commencé plus ou moins en même temps que moi le sport de compétition. Elle a un palmarès encore plus grand, donc au fait, je me sens toujours relativement petit à côté d'elle. Mais la chance, c'est qu'on vit à peu près les mêmes étapes au même moment. Elle a eu aussi, c'est clair que c'est différent pour une fille d'avoir des enfants, mais elle a aussi eu une petite fille plus ou moins en même temps que nous. Donc, on vit à plusieurs. Quand on fait un camp d'entraînement, il faut toujours trouver un de nos deux conjoints pour s'occuper des enfants, l'autre pour venir. On prend tout le monde ensemble, on va faire une semaine de conditions physiques en Espagne. Enfin, ça, c'est quelque chose de génial. C'est une spontanéité fantastique. De pouvoir la partager, c'est quelque chose de chouette. Après, c'est clair qu'il y a toujours… avant cette saison, je t'aurais dit que sur ma liste de choses à faire, le général de la Coupe du Monde, c'est quelque chose que je laissais de côté. Puis un titre individuel de champion du monde, c'est quelque chose que je laissais de côté. Parce que pour moi, j'étais satisfait avec mon palmarès, avec ce que j'avais atteint. Et puis, j'ai toujours dit, tant que j'arrivais plus à jouer les podiums, c'est l'heure d'arrêter. Parce que c'est clair, quand tu as les jeunes qui arrivent de 2003, 2004, 2005 en course, et puis que toi, tu as commencé tes courses en 2004, ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et ils skient bien, ces cochons. Ils réfléchissent pas trop, contrairement à nous. Donc ça, c'est quelque chose de… Ouais, c'est un boost. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Enfin, on pourrait presque dire qu'on pourrait être leurs parents. En même temps, on n'a rien à partager avec eux. C'est ça le pire. C'est qu'on partage notre sport. Mais après, à côté, on ne sait pas trop de quoi discuter. Ils sont dans les études, dans leurs trucs. Et puis, nous, on a une famille. Enfin, ils nous regardent comme des superstars. Donc, enfin, c'est quelque chose de particulier. Mais ouais, c'est pas le palmarès qui motive. C'est vraiment la vie qui va avec. Et puis, le palmarès, c'est le bonus. Je parlais de la checklist cette année. Je me suis dit, je tire un trait. Je ne serai jamais champion du monde. J'ai fait 12 médailles. Elles sont presque toutes d'argent ou de bronze. Voilà, c'est pas pour moi. Voilà, quoi. Et puis au fait, cette année, j'ai fait 2 titres de champion du monde, donc c'est quelque chose de fantastique. Puis le général de la Coupe du Monde, à peu près pareil. Je me suis dit non, c'est pas un but en soi. C'est la première question des journalistes. C'est quoi le but de ta saison? La seule chose que tu n'as pas eue. En fait, tu dis non, mais en fait, cette saison, c'était une saison extraordinaire. On a eu le droit de skier. Non, mais on a eu une chance. Enfin, nous, en Suisse, on ne se rend peut-être pas bien compte, mais il y a des pays où tout était fermé. Enfin, ils n'avaient même pas le droit de se déplacer en Allemagne d'un land à l'autre, quoi. C'est un truc de fou. Et puis, nous, on a pu aller faire des courses en Allemagne, on a pu aller… Enfin, c'était très, très compliqué, mais on a pu faire plein de choses. Et en même temps, peut-être que justement, on profitait encore plus de la chance qu'on avait de pouvoir faire quelque chose. Et c'est clair qu'il
il faut une certaine spontanéité, les courses changeaient d'endroit, changeaient de date, il y a tout qui changeait toute la saison perpétuelle, parce qu'il y avait des zones en quarantaine, pas en quarantaine, compliqué d'organisation, de se déplacer à beaucoup de monde d'un endroit à l'autre. Mais pour finir, d'avoir une famille à côté, de pouvoir switcher de l'un à l'autre, on est tout le temps motivé, on est super content de pouvoir faire ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire, et puis à la fin, tous les bonus sont là, donc je pense que c'est un état d'esprit c'est un flow qu'il faudrait trouver. J'aurais aimé le trouver il y a 25 ans en arrière, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose de fantastique. Quelle est la chose qui te fait le plus peur? Alors, la chose qui me fait le plus peur, c'est d'avoir un problème dans cet équilibre avec la famille. Parce que faire un choix entre la famille et le sport, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais maintenant, je sais perpétuellement que ce sera la famille. Mais il peut se passer tellement de choses que le but, c'est surtout de... Ce qui me fait peur, c'est d'avoir des regrets plus tard. On dira ça comme ça. Et puis, quelle est la chose qui t'éclate le plus aujourd'hui? Ce qui m'éclate le plus, c'est d'aller skier avec ma fille et puis que c'est elle qui me raconte où est-ce que je dois aller. Et puis ça, c'est quelque chose de fantastique. Là, on se dit, au fait, on a réussi à transmettre quelque chose, quoi. Je connais plein d'amis qui ont des enfants qui n'aiment pas spécialement la neige. Moi, j'ai de la chance, c'est que c'est elle qui me demande pour aller skier. Donc, quand elle voit qu'on part s'entraîner au mois de juillet, au mois d'août, elle met les chaussures de ski, le casque, tout dans la maison. Donc, c'est sa vie, le ski. Et puis ça, c'est quelque chose de fantastique, quoi. Quand tu prépares une course ou un objectif, c'est quoi une semaine type? Une semaine type. Que les gens se rendent compte de ce que ça peut représenter. Alors, je vais prendre une semaine d'entraînement. C'est clair que l'année, elle est relativement décomposée en plusieurs secteurs. Je veux dire que pendant le printemps, c'est surtout des semaines où on travaille, où on fait de la condition physique à côté. Donc là, on s'entraîne à peu près 1 heure et demie, 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Ça dépend un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pendant l'été, on fait déjà des camps de 3 jours. On essaye vraiment d'être intensif dans le sport. Et puis ma semaine vraiment type, c'est celle de l'automne. C'est idéalement c'est de pouvoir skier 3-4 jours par semaine. Et puis du coup, pouvoir travailler 3-4 jours aussi. Du coup, la semaine, voilà, elle a 7 jours, mais ils sont les 7 bien occupés. Et puis après, je pense que c'est pas la semaine type vraiment qui fait la différence, mais c'est la journée type. La journée, elle a 24 heures. Si on pense que dormir, c'est 8 heures, manger, on va essayer de limiter le tout à peu près 1 heure, il reste quand même 15 heures à occuper. Et puis à côté du travail, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Et puis c'est vraiment ça, c'est l'optimisation qu'il faut trouver. Et puis c'est le seul moyen de pouvoir aussi avoir une qualité de vie et puis une certaine sécurité au niveau de la famille financière pour pouvoir s'éclater après. Mais je pense que à 34 ans, on met peut-être pas l'accent sur les mêmes points que ce qu'on mettait avant. Et puis, moi j'ai trouvé un bon équilibre, mais 3-4 jours de ski par semaine, ça me suffit. Je sais que pour certains, c'est pas assez. Je pense que pour personne, c'est trop, mais je pense que c'est quelque chose de bien, et surtout le changement. Moi, les jours où je skie pas, en fait, j'essaie de toujours me remettre dans mes journées de ski, essayer de ressentir aussi, niveau des terminaisons nerveuses aussi, c'est un peu la gymnastique de la tête, pour biomécaniquement ressentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois m'améliorer, comment je vais le faire. Et puis ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans l'entraînement, mais tout le monde le vit différemment. Moi, j'aime bien avoir cet esprit de... On avait eu un entraîneur de Siamon Hamann qui était venu, puis il a dit, mais le 70% du temps, l'entraînement, il se fait les yeux fermés en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Le saut, c'est rien du tout dans l'entraînement. Le plus important, c'est la préparation. Et si on va faire des manches d'entraînement sur le glacier, mais au fait, qui c'est qui prend 2-3 minutes avant de partir pour vraiment faire cette préparation? Tout le monde arrive au portillon et puis hop, je veux faire ma manche. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé dans d'autres disciplines que dans la mienne ou peut-être dans d'autres. Ouais. Que dirais-tu sur l'être humain d'aujourd'hui? Quel regard tu as sur l'humain d'aujourd'hui? Alors l'humanité, je pense que, je l'ai dit au début, je la trouve un petit peu arrogante dans le sens que je pense qu'on veut toujours savoir le pourquoi, du comment, mais pour finir, on ne réfléchit pas à comment vivre en interaction les uns avec les autres. Enfin, moi, c'est vraiment le regard que j'ai le plus. Enfin, je
Je me dis, si on arrêtait de regarder toujours si l'herbe du voisin elle est plus verte, ben, pour finir, peut-être qu'on se crêperait moins le chignon. Mais c'est un petit peu, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de réussir à... Ouais, il faut qu'on se fixe des buts en commun. Si le but c'est de promouvoir notre discipline chez les jeunes, ben, il faut les aider. Mais qu'ils viennent d'une autre nation ou pas. Donc pour finir, on est des concurrents, oui, quand on est au départ. Mais ça c'est 3 minutes sur la course, plus peut-être une heure avant la course. Mais le reste du temps, il faut qu'on puisse travailler ensemble à un objectif commun. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quels sont les conseils que tu peux donner à un jeune qui se lance dans le télémark aujourd'hui? Ben, je pense qu'il se lance dans le télémark ou dans d'autres sports, le plus important, c'est de croire en soi. Et puis, ouais, chacun a des motivations différentes, mais quand on lui dit que c'est pas possible, ben non, au contraire, justement, c'est là où les autres ils s'arrêtent qu'il y a de la place pour... Ben c'est ça qui va faire la différence pour finir plus tard. C'est que quand les autres ils disent que c'est pas possible, ben justement, c'est de le rendre possible. Et puis ça, c'est pour plein de choses. Hein. Si on n'innove pas, si on n'essaye pas de faire les choses un petit peu différemment, ben, on risque pas d'être plus performant que les autres. Et puis malheureusement, dans notre société, être dans la moyenne, c'est être personne. Pas faux. Et puis l'avant-dernière question, quels sont tes objectifs futurs maintenant que tu as, je dirais, tout gagné? Ben, en venant en voiture, j'ai justement réfléchi à ça. Puis je me suis dit, ben, je vais aborder mon futur de carrière. C'est clair, c'est de continuer à pouvoir performer. Mais je ne vais pas faire de plan sur moi, sur ma carrière, avant d'avoir un horizon un peu fixe pour l'année prochaine non plus. On ne sait pas exactement de quoi sera fait le futur. L'année passée, ça m'a très bien réussi. J'ai dit jusqu'au 1er septembre, je m'entraîne, mais je ne réfléchis pas. Est-ce qu'on aura des courses? On n'aura pas de courses. On aura saison blanche. Qu'est-ce qui va se passer? Puis je pense que c'est quelque chose de payant. On a besoin d'une certaine sécurité. Et puis pour moi, de se mettre un cadre comme ça, c'est la manière la plus simple. Redis-moi juste la question. Non, je disais, quels sont tes projets futurs, enfin ta carrière, si voilà. c'est de dire, donc mon plus grand projet futur, c'est de pouvoir le transmettre aux jeunes. Donc nous, on a créé une association avec Amélie pour se dire, le jour, c'est dans l'air du temps de peut-être arrêter dans une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, enfin, on va pas faire beaucoup plus long. Et puis, comment le transmettre aux jeunes? En fait, tout le réseau, tout ce qu'on a réussi à mettre en place pour nous, c'est de pouvoir le faire profiter à quelqu'un d'autre. Et puis ça, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose, il faut mettre en place, il faut réfléchir, il faut quand même une stratégie. Enfin, le but, c'est pas de prendre une personne puis de parier dessus. Non, le but, c'est de pouvoir rendre le système un petit peu meilleur. Et puis ça c'est le plus important. Parce que je pense qu'on a tous les mêmes difficultés. Et puis là, je pourrais jamais rien y faire, mais le système scolaire, il est horrible chez nous. T'es bon, tu fais ce que tu veux, puis t'es mauvais, tu t'entraînes pas, quoi. Non, mais mais comment tu veux... Si t'es pas bon à l'école, tu peux pas aller t'entraîner, en gros. Non, mais on a un système de fou. Alors pour les gens qui ont peut-être un peu plus de facilité, moi j'ai vraiment eu de la chance d'avoir de la facilité dans la vie, donc ça soit pour plein de choses, mais c'est aussi une malchance, parce que du coup, on prend pas toujours tout au sérieux. Puis on se dit, on a tendance aussi à avoir trop confiance en soi sur certaines choses. Mais il faut quand même pouvoir encadrer les jeunes, il faut pouvoir... ça c'est vraiment un objectif dans le futur. C'est pas la planification de la saison prochaine, mais c'est qu'est-ce que je ferai quand j'arrêterai. Là, je me fais pas de souci d'avoir la motivation pour continuer à faire des courses. Il y a encore plein de petits jeunes à leur montrer que les vieux, ils savent encore sortir les pouces de là où il faut. Mais ouais. Ok, je te remercie Bastien et puis tout de bon pour la suite. Mais merci à toi Douglas et puis j'espère que toutes ces petites expériences partagées entre sportives puissent se concrétiser en une génération Y pleine de connexions et pleine de ressources pour le futur. Merci à toi. Salut.